Salam alaikum. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un chapitre important de la pathologie cardiovasculaire, en l'occurrence les syndromes coronariens aigus et les complications de la fracture du myocarde. Différentes formes cliniques de la maladie coronaire passent de la douleur thoracique d'effort, c'est une longueur d'effort, à la mort subite en passant par les syndromes coronariens aigus et les cardiopathies ischémiques avec insuffisance cardiaque. Pour ce qui est de la classification syndrome coronarien aigu, on a une ancienne classification qui est toujours de mise, mais beaucoup plus comme diagnostic ultérieur de sortie, qui divise la maladie en angor stable, angor instable, infarctus sans ventricule et infarctus avant ventricule, et une classification plus récente, plus pratique sur le plan prise en charge en urgence des patients, qui classifie la maladie coronaire en angor stable et en syndrome coronarien aigu, sans sous-décalage, avec sous-décalage extrêmement ST. Récemment, il y a une année, dans les dernières recommandations européennes, le terme angor stable a été substitué par syndrome coronarien chronique. C'est-à-dire, si on prend l'ancienne classification, on prend l'angor instable et infarctus du myocarde qui représente les syndromes coronariens aigus. C'est-à-dire, on classifie les syndromes coronariens aigus selon la présence ou pas de sus-décalage persistant du segment ST à l'ECG. L'origine de ces pathologies est les facteurs de risque. Ces différents facteurs de risque vont contribuer au développement de l'athérosclérose qui passe du strélipidique vers la plaque sténosante, donnant longueur d'effort. Et dans le cas des plaques compliquées avec rupture et formation d'athérothrombose, on aura les syndromes coronariens aigus. Petit rappel sur la circulation coronaire. Le cœur est irrigué par les artères coronaires, on a un réseau gauche formé du tronc coronaire gauche qui donne l'artère interventriculaire antérieure et la circonflexe, et la coronaire droite qui vascularise la partie inférieure du cœur. Ces artères coronaires irriguent des territoires prédéfinis du myocarde, principalement ventricule gauche qui est la pompe réelle du cœur. On a l'interventriculaire antérieure en rouge, elle irrigue les parties antérieures antéro-septales du myocarde, dans ses portions basales, médiane et apicale, et l'apex. L'artère circonflexe en bleu irrigue les parois latérales, et l'artère coronaire droite pour plus paroi inférieure. En sachant que sur l'ECG, on peut identifier les différents territoires myocardiques, on peut, à partir de signes électriques localisés à l'ECG, évoquer les différents territoires myocardiques atteints d'ischémie et, en corrélation, suspecter l'artère coronaire malade coupable. Ici, c'est une image post-mortem. Le patient est présenté d'un infarctus du myocarde, vous voyez l'idée d'un infarctus qui apparaît en noir avec une lésion périnaprotique. Pour la physiopathologie, on différencie longueur d'effort durant lequel on a une augmentation des besoins sans augmentation des rapports de l'effort, et les syndromes coronariens aigus, ici on aura une diminution des apports lors des besoins de base, c'est-à-dire au repos. Ce qui explique une douleur angineuse au repos. La source du survenu des syndromes coronariens aigus, c'est la plaque athérosclérose compliquée. Dans les syndromes coronariens aigus avec sus-décalage de segment ST, la rupture de plaque aboutira à une athérothrombose et occlusion totale de l'artère. Dans les syndromes coronariens aigus sans sus-décalage segment ST, l'athérothrombose donne un thrombus non totalement occlusif.
Et dans le syndrome coronarien aigu, sens égal à segment ST, c'est beaucoup plus les embolisations distales qui font qu'on ait ou pas des troponines élevées. Dans l'angoisse stable, bien entendu, c'est une plaque sténosante qui diminue les apports lors de l'effort. Les syndromes coronariens aigus, cette classification est basée en premier lieu sur le CG, c'est-à-dire devant des symptômes évoquant un syndrome coronarien aigu, c'est-à-dire douleur thoracique et ses équivalents. On fait un électrocardiogramme. En présence d'élévation segment ST, c'est la définition même persistante segment ST de syndrome coronarien avec suite égal à segment ST, c'est le classique infarctus of ventricle. En l'absence d'élévation persistante segment ST, on aura deux cas de figure. Et soit l'angor instable, soit l'infarctus sans sens-cul, c'est-à-dire insténie. Et pour faire la part des choses ici, on a besoin des marqueurs de nécrose. C'est-à-dire, s'ils sont positifs, témoignant d'une nécrose, c'est le insténie, infarctus sans sens-cul. Si les marqueurs de nécrose sont négatifs, on est devant un angor instable. Les syndromes coronariens aigus se traduisent généralement par des symptômes de repos. C'est une plaque sténosante, flux de repos qui est insuffisant. C'est-à-dire qu'on aura, pour les besoins de base, une douleur thoracique due à une diminution des apports au repos. Le syndrome coronarien aigu, comme son nom le dit, c'est un syndrome qui regroupe trois entités. La symptomatologie fonctionnelle, en l'occurrence la douleur thoracique, les signes électriques et les marqueurs biologiques de nécrose cellulaire qu'on verra par la suite, principalement troponines. Cette classification est très importante à intégrer pour la prise en charge et le diagnostic de ces syndromes coronariens aigus. Pour ce qui est des éléments diagnostiques du syndrome coronarien aigu, le maître symptôme, c'est la douleur thoracique, témoignant d'insuffisance coronarienne. On peut avoir des douleurs thoraciques typiques, médiothoraciques, constrictives, à type d'oppression avec irradiation vers les bras, la mâchoire, souvent accompagnée de troubles digestifs, c'est la forme typique. Comme on peut avoir des formes atypiques, surtout chez le sujet âgé et le diabétique. Ces formes atypiques le sont soit par la localisation de la douleur, qui n'est pas forcément médiothoracique, sa nature, qui peut être moins marquée, par l'absence d'irradiation, ou au contraire, la prédominance de la douleur au niveau des d'irradiation, alors qu'au niveau médiothoracique, elle est beaucoup plus atténuée. Comme cette douleur peut être absente, surtout chez le diabétique. Il est important de noter l'horaire de début qui est déterminant pour la décision thérapeutique ultérieure et traduit la durée de l'ischémie, surtout dans le syndrome coronarien aigu avec suite égal à segment ST. Le début de douleur traduit l'occlusion totale de l'artère et ce délai, surtout le délai entre le début de la douleur et lors de la prise en charge, est primordial pour la décision thérapeutique et le pronostic du patient. Il faut prendre en compte les éventuelles heures de recrudescence et le passage à une douleur continue avec des phases intermittentes, parce que dans certains cas, on peut passer par une phase où la douleur est intermittente, traduisant beaucoup plus un angor instable, c'est-à-dire le thrombus n'obstrue pas complètement l'artère, expliquant que la douleur cède par intermittence, et c'est au moment de la recrudescence ou au passage à une douleur continue qui ne cède pas qu'on aura l'occlusion totale de l'artère. Devant cette douleur thoracique, il faut une médication précoce pour prise en charge rapide des complications et poser l'indication de traitement de reperfusion. En présence de douleur thoracique chez un patient lambda, il est important de
préciser ces facteurs de risque. C'est les facteurs de risque d'athérosclérose, en l'occurrence les antécédents coronariens, personnels, le tabagisme, l'hypercholestérolémie, l'hypertension, le diabète, la ménopause et l'antécédent coronarien de famille. Ces facteurs sont importants parce qu'ils vont nous permettre de donner une évaluation de probabilité de survenue de maladie coronarienne à ce sujet. Ces facteurs de risque associés à son âge donneraient une probabilité de maladie coronaire. Je m'explique. Par exemple, une douleur thoracique chez une jeune femme de 20 ans sans facteur de risque n'a pas la même valeur qu'une douleur thoracique chez un sujet âgé de plus de 60 ans, 65 ans qui est fumeur, hypertendu, diabétique. L'examen clinique permet d'évaluer le retentissement de la pathologie coronarienne en recherchant des signes d'échéance cardiaque, l'auscultation cardiaque, la recherche des souffles, cardiaque et son, la recherche de frottement péricardique, recherche de coupe périphérique, sachant que dans le syndrome coronarien aigu non compliqué, généralement l'examen clinique est parfaitement normal. Les patients peuvent parfaitement avoir une auscultation cardio-pulmonaire normale, pression artérielle normale, des examens vasculaires et autres totalement normaux. Le patient peut se présenter uniquement avec une douleur thoracique sur un examen clinique parfaitement normal. D'où l'intérêt de faire systématiquement et rapidement un ECG devant toute douleur thoracique. Toute douleur thoracique évoquant un syndrome coronarien aigu doit bénéficier d'un ECG dans les meilleurs délais, un ECG complet, 18 dérivations, regroupant les 12 dérivations standards, plus les dérivations du ventricule droit et postérieur. Cet ECG est, si nécessaire, renouvelé et comparé avec les anciens ECG de référence pour déceler d'éventuelles modifications. On aura devant les syndromes coronariens aigus deux cas de figure. Syndrome coronarien avec sus-décalage persistant segment ST. Sus-décalage segment ST dont au moins deux dérivations, parce qu'il faut au moins deux dérivations contiguës pour traduire un territoire myocardique vasculaire. Le sus-décalage doit être supérieur à 0,2 mV dans les dérivations précordiales ou supérieur à 0,1 mV dans les dérivations périphériques. Un équivalent de ce syndrome coronarien avec sus-décalage segment ST, c'est le PBG, le bloc de broche récent. Présent du douleur thoracique. Le deuxième cas de figure, c'est le syndrome coronarien aigu sans sus-décalage persistant segment ST. Et ici, on a sur le plan électrique, soit un sus-décalage transhistoire segment ST, soit un sous-décalage segment ST, soit des anomalies isolées de T. Pour les marqueurs biologiques, le marqueur principal, qui est actuellement le seul retenu, c'est les troponines. Ils sont spécifiques, c'est le dosage biologique de référence, idéalement dans la forme ultrasensible. Dosage possible dès la phase préhospitalière, aucun intérêt pour la prise de décision dans le syndrome coronarien ST+, c'est-à-dire en cas de ST+, n'ont pas un intérêt diagnostique, parce que dans la ST+, on a une douleur thoracique, on fait notre ECG, on a un sus-décalage persistant, ici on est sûr que c'est un syndrome coronarien aigu, c'est un infarctus en constitution, et les troponines n'auront aucun intérêt diagnostique. Par contre, ils ont un intérêt pronostique. Plus ils sont élevés, plus ça témoigne d'une nécrose étendue et bien entendu de plus mauvais pronostics. Dans le syndrome coronarien sans sus-décalage segment ST, il faut renouveler le dosage. Généralement, 2 dosages sont recommandés dans les 1 à 3 heures suivant le premier dosage négatif pour la forme ultrasensible et 4-6 heures pour les troponines standards. Si on reprend notre algorithme de prise en charge, on commence toujours par la clinique. Le patient va se présenter généralement pour une douleur thoracique. On fait dans le meilleur délai un ECG. L'ECG nous donnera une classification
aura soit une élévation persistance segment ST, et c'est le classique infarctus avec sus égal à segment ST. Ici, on n'a pas de problème diagnostique et c'est beaucoup plus une prise en charge thérapeutique qui doit être urgente. On a des anomalies segment ST ou des antés, où on peut avoir un ECG normal. Et dans ce cas-là, le dosage des troponies ultrasensibles est important. Si elles sont positives, avec un contexte évoquant un syndrome coronaire aigu, c'est la définition même du syndrome coronaire, sans susciter que c'est troponies positives, insténie ou infarctus sans inclus. Si elles sont initialement négatives, il faut faire un deuxième dosage. Si le délai de douleur remonte à moins de 6 heures. Selon le résultat de ce deuxième dosage, s'il est positif, c'est un syndrome coronaire aigu troponie positive. Si le dosage est négatif, ici, en fonction du contexte, on décide. Si le contexte clinique et électrique, la probabilité d'avoir une maladie coronaire est très importante, avec une douleur thoracique typique, c'est le diagnostic d'angoisse instable. Si le contexte clinique électrique avec des troponies négatives, si le contexte clinique électrique n'est pas en faveur d'une maladie coronaire qui est beaucoup plus, il faut rechercher d'autres étiologies à la douleur thoracique. Si le début de douleur remonte à plus de 6 heures avec des troponies négatives, ici, un délai de 6 heures est généralement amplement suffisant devant une douleur thoracique pour une élévation de marqueurs de nécrose. C'est-à-dire, si les troponies sont négatives, généralement, elles sont négatives, et c'est là, on revient à notre clinique et à l'ECG en fonction de leur contribution, de leur forme typique ou pas. Le patient sera classé soit en angoisse instable, soit la probabilité que ce soit un syndrome coronaire aigu très faible, et on évoque d'autres diagnostics. La stratification du risque dans le syndrome coronaire aigu est un élément important. On peut pour cela utiliser des scores. Ça permet un triage précoce des patients et nous aide pour identifier les patients devant bénéficier d'une stratégie de reperfusion et d'une orientation d'une unité soit intensive. Prise en charge syndrome coronaire aigu par urgentiste. Conditionnement des patients doit être rapide, recevoir veineuse, prélèvement biologique, surveillance électroscopique, monitorage, saturation, pression, évaluation de la douleur et test par trinitrine, avec une note importante, c'est la proximité immédiate d'un défibrillateur, sachant que parmi les complications redoutables des syndromes coronaires aigus, c'est les troubles de rythme graves, potentiellement mortels, en l'occurrence la fibrillation ventriculaire. Vous savez, c'est un trouble du rythme majeur, accompagné d'un arrêt cardio-circulatoire qui ne peut récupérer qu'après choc électrique externe. D'où l'intérêt d'une proximité immédiate des défibrillateurs pour un patient, une douleur thoracique et pourquoi un syndrome coronaire aigu. On va commencer par le syndrome coronaire aigu avec suscité qu'à la segment ST, ST+. On a dit douleur angineuse typique, médiothoracique en barre, parfois bigastrique, irradiation vers l'épaule, avant-bras mangeoire, type constrictif, angoissante. Intensité est variable, chronologie, selon type d'angoisse. Il ne doit pas être atypique, puisqu'il s'agit bigastrique ou limité aux irradiations, voire absente, situation du diabétique. Voilà, douleur de repos permanente, accompagnée à l'ECG par la fameuse onde de parler sur décalage persistant. L'examen clinique souvent normal, on peut avoir un fébrécule à partir de la 6e heure. On recherche des signes de glucose sous-jacente et signes de mauvaise tolérance de complications. On fait le ECG complet, rigoureux, différentes déviations.
Le CG, c'est l'examen clé dans l'intelligence des syndromes coronariens aigus. Dans le syndrome coronarien aigu avec sujet décalage segment ST, on a une occlusion totale de l'artère. Et on aura le CG, principalement le sujet décalage segment ST, avec la forme particulière des patients avec bloc de branche gauche, s'il est aigu, et ça, il peut être secondaire à une origine ischémique avec sujet décalage segment ST. Sur le plan électrophysiologique, la lésion sous-épicardique va aboutir à des perturbations électriques de telle sorte qu'on aura un sus-décalage segment ST dans les dérivations en regard de la souffrance myocardique. Sur le plan chronologique, dans la phase initiale, on a des entrées amples, pointues, mais asymétriques. Initialement, et plus elles deviennent symétriques, elles témoignent d'une ischémie. C'est le courant d'ischémie sous-endocardique. Par la suite, on aura la formation de pente pardée, sus-décalage segment ST, dans ces dérivations avec surélévation du point J. Par la suite, on aura une accentuation du sus-décalage avec apparition d'anticule de nécrose. Et, ultérieurement, des heures tardives, on aura une diminution du sus-décalage segment ST et une négativation des antés. Première heure, ischémie sous-endocardique, grande antée pointue. Phase aiguë, plusieurs jours, on a un courant de lésions sous-épicardiques sur des segments ST. On aura l'ischémie sous-épicardique, antée négative, et on a la formation d'anticule. Les différents territoires électriques que vous connaissez, on a le territoire de V1, V4 antérieur, les territoires latéral, antéro-latéral, antéro-septal, inférieur, inférieur-latéral, postérieur, postérieur étendu, selon différentes dérivations. Et chaque territoire, généralement, est irrigué par une artère prédéfinie, ce qui nous permettra, en cas de douleur thoracique, en faisant le CG, on peut évoquer l'artère probablement coupable occluse. Premier exemple. Cette ECG, vous voyez, on a un sus-décalage de segment ST dans la dérivation D2, D3, AVF, traduisant un IDM inférieur qui est ici à H4. Un deuxième exemple, ici, comme vous voyez, vous avez un sus-décalage segment ST dans les dérivations antérieures, V1, V2, V3, V4, V5, V6, D1 et AVS, c'est un IDM antéro-septal apical H10. Ici, vous avez un sus-décalage dans les dérivations plus ou moins apparent, V5, V6, mais c'est pas très marqué. On a vu l'onde par D en V7, V8, V9, traduisant l'IDM postérieur. L'analyse de l'ECG est importante avec recherche du segment ST, recherche du miroir, et l'ECG sont à renouveler s'ils ne sont pas très probants initialement à comparer avec les ECG de référence. Comme on a vu, on peut avoir des antés pointues, symétriques, on peut avoir suite décalage segment ST, des anticules de nécrose. L'analyse de l'ECG peut être plus ou moins difficile dans certaines situations, en présence de bloc de branche gauche, chez les patients porteurs d'un pacemaker, et en cas d'hypertrophie ventriculaire gauche et important. Il faut aussi évoquer les différents diagnostics différentiels de décalage segment ST. L'analyse de l'ECG permet d'analyser les différents territoires, identifier plus ou moins l'artère qu'on a responsable, chercher les complications prévisibles, rythmiques, troubles de la conduction et origine possible des complications hémodynamiques.
Ici, on a un chute décalage segment ST, la vibration antérieure, okay, et secondaire à une occlusion au niveau de l'artère interventriculaire distale. Et on a une image en miroir avec chute décalage segment ST dans le territoire inférieur. Devant un syndrome coronaire aigu, il faut éliminer les principaux diagnostics différentiels. Sur le plan clinique, il faut éliminer péricardique, myopéricardique, les dissections articulaires, embolies-pulmonaires, les infections pleuropulmonaires et pathologies digestives. À l'ECG, quand on a chute décalage segment ST, il faut éliminer l'ectasie ventriculaire, les repolarisation précoce et les HG importantes. D'où, dans certains cas, l'intérêt de l'ECG de référence, mais c'est des cas exceptionnels, on arrive facilement à éliminer les diagnostics différentiels dans la plupart des cas. Biologie, c'est les troponines, surtout ultrasensibles, qui sont, comme leur nom indique, ultrasensibles. Permet de détecter petit infarctus, augmentant la moindre souffrance myocardique. C'est-à-dire qu'ils sont ultrasensibles et pas forcément très spécifiques. Au contraire. Mais leur objectif, c'est beaucoup plus de détecter, d'être sensible avec une valeur prédictive négative importante. Dans le cas de ST+, ils n'ont aucun intérêt diagnostique, ne doivent pas retarder la prise en charge, intérêt beaucoup plus pronostic. Ici, je vous ai mis une liste non exhaustive des causes éventuelle d'élévation de la troponine en dehors d'une chronopathie. Vous voyez une multitude de causes qui peuvent augmenter les troponines. L'échocardiographie est utile en cas de doute diagnostique, montre des troubles cinétiques segmentaires, ne doit pas retarder la prise en charge. Troubles cinétiques sont entendus surtout si le CG d'interprétation est difficile. Diagnostic permet de diagnostiquer une complication mécanique, c'est-à-dire surtout évoquée à l'examen clinique. Permet de mesurer les pressions pulmonaires, systolique, à distance, étude la viabilité myocardique par exemple. Ici un exemple échocardiographique d'un patient qui a un infarctus du myocarde. Ici, échographie de complications. À gauche, vous avez un patient qui a une communication interventriculaire. À droite, un patient qui a un thrombus au niveau de l'apex du ventricule gauche. Différentes complications d'infarctus, on peut les classifier en troubles du rythme et de la conduction, complications hémodynamiques et mécaniques, elles sont heureusement plus rares mais de mauvais pronostics. On a ischémie myocardique, langor, post-infarctus. Complications rythmiques, c'est principalement les arythmies ventriculaires, tachycardie ventriculaire, fibrillation ventriculaire, avec le risque de mort subite. Tachycardie supraventriculaire, bradycardie par toute la conduction. Le traitement, c'est principalement hospitalisation soins intensifs avec surveillance. Les troubles du rythme ventriculaire grave, la bénéficie d'un choc externe. Et troubles de la conduction avec bradycardie importante doivent bénéficier d'une stimulation temporaire. Et bien entendu, on peut utiliser différentes thérapeutiques pour pallier ces complications antiarythmiques et sympathomimétiques. Exemple de type d'arythmie aire, ici on a un infarctus du myocarde compliqué de tachycardie ventriculaire. Ici, un infarctus du myocarde compliqué d'un bloc ordoventriculaire complet avec passage systolique. Pour ce qui est des complications hémodynamiques, elles déterminent le pronostic. On peut s'aider de la classification TILIP qui classifie les patients en 4 stades. TILIP 1, absence d'insuffisance cardiaque, TILIP 2, insuffisance cardiaque modérée, TILIP 3, œdémie du poumon, et TILIP 4, choc cardiogénique. Le choc cardiogénique
peut être secondaire à une atteinte ventriculaire gauche, complique 5 à 10% des infarctus avec mortalité importante. On peut avoir choc cardiogène par atteinte droite, atteinte infarctus par les VD, toujours importante mais moins importante que l'atteinte VG. Ce qui est des manques de mortalité, complications mécaniques, on peut avoir une chance mitrale par rupture du pilier, on peut avoir une communication interventriculaire par rupture du septum, on peut avoir une rupture de la paroi libre dans le péricarde avec tamponade et hémopéricarde mortel. La prise en charge du syndrome coronarien aigu doit être précoce, rapidement médicalisée, d'où l'intérêt de prendre en charge le syndrome coronarien aigu en réseau. Le patient qui a une douleur thoracique ne doit pas se déplacer lui-même à l'hôpital, mais il doit appeler les services médicalisés du SAMU qui se déplacent au lieu du patient et doit, devant une douleur thoracique, lui faire sur place un électrode, un ECG, et en fonction du résultat de l'ECG, décider de la prise en charge. De cette manière, le patient peut être le plus rapidement possible médicalisé et peut bénéficier d'un éventuel traitement d'un trouble du rythme grave par la présence d'un défibrillateur à côté. Et en fonction de l'ECG, en cas de présence d'un syndrome coronarien avec suffisance égale à segment ST, la décision d'une reperfusion immédiate précoce doit être réalisée et selon l'organisation qu'on verra par la suite, on décidera de quel traitement peut bénéficier le patient. La prise en charge, c'est bien entendu traiter la douleur, on peut avoir recours même au morphine en cas de douleur importante, de l'oxygène en cas de désaturation, de l'aspirine, éventuellement des inhibiteurs. Généralement, en cas de syndrome coronarien aigu avec suffisance égale à segment ST, c'est une douleur trinitro-résistante, c'est-à-dire la douleur ne cède pas à l'administration de trinitrine. Pour ce qui est de la décision de la reperfusion, qui est le traitement même du syndrome coronarien avec suffisance égale à segment ST, on a deux options. L'option numéro 1, c'est-à-dire le traitement, le gold standard, c'est l'angioplastie primaire, c'est-à-dire ouverture artère de manière mécanique. Ses avantages, c'est qu'elle permet d'aboutir à plus de 90% de recanalisation avec un flux 10.3 normal. Ses inconvénients, c'est la logistique nécessaire pour ça réaliser. Il faut que le patient soit à côté d'un centre de cardiologie interventionnelle, avec prise en considération des transports vers ce centre de cardiologie interventionnelle qui doit avoir une équipe disponible H24 pour réaliser ce type de procédure. L'autre option, à défaut, on a la thrombolyse intraveineuse. Ces avantages peuvent être administrés précocement, en pré-hospitalier, ça dépend du SAMU, pour aux urgences, bien entendu en absence de contre-indication, parce que c'est un traitement puissant, potentiellement hémorragique. Elle permet d'avoir généralement 60% de localisation filmée 10 minutes 3, et comme inconvénient, on a aussi les risques de complications hémorragiques. Le traitement de reperfusion est déterminé par deux éléments. Délai de douleur, premier contact médical, qui traduit le temps ischémique, c'est-à-dire le temps sur lequel l'artère est occluse. C'est le début de prise en charge médicale permettant de réaliser le CG disqualifiant, c'est-à-dire on prend l'horaire du début de la douleur, qui est généralement indiqué par le patient, et l'horaire du contrat médical, généralement, c'est l'horaire de la réalisation de CG qualifié. Et par ce délai, on a ce qu'on appelle le délai de douleur, premier contact médical, l'hospitalisation. On a le deuxième délai, c'est-à-dire le délai premier contact médical
délai, possibilité d'angioplastie primaire. C'est-à-dire on prend en compte le temps de conditionnement, le transport du malade, délai de trajet, surtout s'il est transporté par du SAMU, temps d'installation sur la table, réalisation en coraux, passage du guide, et c'est un délai important pour la décision du traitement de la perfusion. Pour l'angioplastie, son principe, c'est il faut ouvrir l'artère de manière mécanique, généralement, avec implantation d'un stent coronaire pour ouvrir l'artère. La thrombolyse, on utilise généralement des produits thrombolytiques, principalement la ténectéplase et la RTP. Exemple de l'angioplastie primaire, on vit ici, l'image gauche, une artère coronaire droite amputée, sans segment moyen. L'image à droite, on voit l'implantation d'un stent qui permet de rétablir le flux dans le segment moyen et distal de la coronaire droite. Le principe, c'est faire passer, cathétériser l'artère, faire passer une guide et implanter un stent rétablissant le flux au niveau de l'artère. Les délais de prise en charge, donc les début de douleur et prise en charge du patient, sont très importants. Parce que plus c'est précoce, plus le résultat thérapeutique est meilleur. Dans les 3 premières heures, le traitement de la perfusion a un effet très bénéfique, efficace. Au-delà de la 3e heure, entre 3 heures et 6 heures, c'est moins efficace. Ici, c'est beaucoup moins efficace que l'angioplastie. Au-delà de 6 heures, l'intérêt de la thrombolyse est beaucoup plus pour diminuer l'étendue du territoire nécrosé que pour avoir vraiment un impact sur la mortalité. Alors que dans ce délai, l'angioplastie garde toujours un bénéfice sur la mortalité. Au-delà de 12 heures, la thrombolyse est beaucoup plus dangereuse par ses éventuelles complications que par le bénéfice qu'elle peut apporter. C'est-à-dire au-delà de 12 heures, généralement, on ne thrombolise pas les patients. En instaurant un traitement de perfusion, il faut surveiller le patient sur le plan clinique, électrique, biologique, avec recherche des signes de reperfusion. Sur le plan clinique, on a une sédation de la douleur, disparition de la douleur. Sur le plan clinique, une diminution, une régression du segment ST de plus de 50% des cas. On peut aussi avoir des troubles du rythme à type de RIVA, rythme idioventriculaire accéléré, témoignant d'une éventuelle reperfusion. Sur le plan biologique, un pic enzymatique précoce peut témoigner d'une reperfusion précoce. Notre conduite à tenir devant un segment coronaire avec suscitation segment ST, c'est-à-dire il faut une reperfusion. Le choix du type de reperfusion dépend de où on est. Si le patient se présente où il est amené à un hôpital avec une possibilité d'avoir une intervention coronarienne percutanée, c'est-à-dire le patient doit bénéficier d'une angioplastie primaire dans les 60 minutes de sa prise en charge. C'est l'idéal, le gold standard prise en charge. Si le patient est pris en charge par un hôpital qui ne dispose pas de cardiologie interventionnelle, et prise en charge du service des urgences, on doit calculer le délai entre le premier contact médical et une éventuelle réalisation d'une angioplastie primaire. Si ce délai, si on peut faire une angioplastie primaire dans les 120 minutes, on transfère le patient vers un hôpital où on peut faire une angioplastie primaire. Si ce délai de réalisation de l'angioplastie primaire dépassera les 120 minutes, on ne transfère pas le patient directement, mais on réalise une fibrinolyse, une thrombolyse,
Par la suite, on transfère le patient vers un hôpital doté de salle de cathétérisme pour réaliser une coronarographie. Si on a un échec de la thrombolyse, c'est-à-dire persistance de la douleur, persistance du décalage, ici on réalise immédiatement une angioplastie, ce qu'on appelle une angioplastie de sauvetage, parce que l'échec de la thrombolyse, c'est-à-dire l'artère est toujours occluse. Si la thrombolyse a réussi avec des signes de succès, c'est-à-dire disparition de la douleur, régression de plus de 50% de décalage, ici on réalise une coronographie de contrôle au-delà des 3 heures de la thrombolyse jusqu'à 24 heures, et pour vérifier que réellement l'artère est ouverte et qu'il n'y ait pas de lésions critiques qui peuvent se réouvrir. Le traitement adjuvant il est basé sur, bien entendu, l'antiagrégation plaquettaire, l'aspirine. Un deuxième antiagrégant plaquettaire de préférence, le prasugrel, le ticagrelor, c'est un nouveau antiagrégant plaquettaire. À défaut, on donne le clopidogrel. Les anticoagulantes d'héparine. L'oxygénothérapie, c'est ici des saturations. Les bêta-bloquants, c'est-à-dire les indications, c'est surtout devant des troubles du rythme, les accélérations douloureuses, résistance aux antalgiques. Et les autres mesures, c'est l'emploi précoce de forte dose de statine pour agir sur la dyslipidémie. Pour tous ces médicaments, il faut toujours insister sur le respect des contre-indications. Pour ce qui est de la prise en charge des complications, les troubles du rythme doivent bénéficier d'une médicalisation précoce, présence d'un défibrillateur. Généralement, on commence, quand le patient est stable, par l'amiodarone, première intention. Si échec, défibrillation. Si le patient il est instable, c'est la défibrillation d'emblée. Prise en charge des bradycardies, troubles à convulsion. Généralement, on utilise l'atropine, première intention. Si échec ou récidive, généralement, on passe à l'entraînement électrosystolique externe, stimulation temporaire. En cas d'infrastructure VD, pour améliorer l'hémodynamique du patient, généralement, on a recours à un remplissage prudent. En cas d'insuffisance ventriculaire gauche aiguë du poumon, on prend en charge de manière standard l'œdème du poumon, téréminitrée, furosémie, les ventilations principales, éventuellement. En cas de choc cardiogénique, c'est dobutamine, contre-pulsant, éventuellement intra-aortique dans certaines situations, assistance circulatoire, et surtout, il faut traitement chirurgique au perfusion au patient. Tout patient ayant un syndrome coronarien ST+, doit être admis en USIC. Au mieux dans une USIC associée à un plateau de cardiologie interventionnelle. L'admission directe en salle de cathétérisme, initialement, c'est-à-dire un patient qui a une douleur thoracique doit appeler le SAMU. Le SAMU se déplace chez le patient, réalise un ECG. En cas de diagnostic syndrome coronarien aigu avec suivi des ST, le SAMU doit préférentiellement transférer immédiatement le patient en salle de cathétérisme sans passer par les urgences, que ce soit cardiologique ou générale, directement dans la salle de cathé pour raccourcir les délais de prise en charge. Parce que ce qu'on appelle le terme des anglo-saxons, time is muscle. C'est-à-dire, tout le temps qui passe avec une douleur thoracique de repos chez ce patient, c'est du myocarde du patient qui est en train de se nécroser. C'est-à-dire, plus on raccourcit les délais de prise en charge, plus on accélère la reperfusion de l'artère, plus on diminue l'étendue de la nécrose. Et bien entendu, on améliore le pronostic du patient. Maintenant, on va passer au syndrome coronarien aigu sans décalage segment ST. Ici, l'occlusion de l'artère n'est pas totale, mais partielle. Devant la douleur thoracique, il faut faire un ECG.
qui permettra déjà initialement d'éliminer un syndrome coronal aigu avec sujet égal à segment ST. On peut avoir le CG différentes modifications électriques sous décalage segment ST. T négatif, il peut être même normal, d'où l'intérêt de le répéter. Les ondes T pointuées symétriques. Positif, c'est ischémie sous-endocardique. Négatif, ischémie sous-endocardique. On peut avoir le courant de lésion sous-endocardique, sous décalage segment ST, comme on peut avoir un décalage transitoire du segment ST, c'est-à-dire un décalage qui ne dure pas plus de 20 minutes. Ici, l'atteinte sur le plan anatomopathologique n'est pas transmurale, et beaucoup plus, elle touche la région sous-endocardique. Pourquoi? Les modifications électrophysiologiques ont une traduction sur le plan électrique, généralement sous décalage segment ST. Dans le langage stable, par définition, on n'a pas d'élévation des enzymes cardiaques, donc dans le NSTEMI, non-ST elevation myocardial infarction, l'infarctus ventriculaire, on a une élévation des ondes. Élévation des marqueurs de nécrose myocardique. Un élément important de syndrome coronal aigu sans sujet décalage segment ST, c'est stratifier le risque. Il faut cibler les patients à haut risque, justifiant une stratégie thérapeutique agressive en milieu hospitalier. On a différents outils, peut s'aider des scores, comme le score de TIMI ou le score de Hayes, ou les recommandations par exemple de l'ESC. Ces scores regroupent différents éléments, aidant au diagnostic, au pronostic de ces patients, et permettent de classifier généralement les patients à haut risque, patients à risque intermédiaire, faible risque. Le TIMI, le GRACE, plusieurs scores, indicateurs de risque. Il y a des éléments uniques, comme par exemple le diabète, l'élévation des troponines, sous les segment ST, qui sont des marqueurs de gravité. Si la stratification du risque aboutit à un faible risque, généralement, se base sur un traitement médical avec une évaluation non invasive du patient. Si la stratification du risque aboutit à un risque élevé, c'est l'indication d'une coronarographie avec revascularisation en urgence. Si le risque est intermédiaire, c'est traitement médical et coronarographie plus ou moins différée. On a les patients à très haut risque, c'est les patients qui ont des douleurs persistantes ou récidivantes malgré le traitement, c'est l'angor réfractaire, ou des patients qui ont des signes de choc ou d'insuffisance cardiaque, les patients avec arythmie ventriculaire gauche. Les patients à haut risque, les patients qui ont des troponines élevées, des variations de segment ST. Les patients à risque moyen intermédiaire, c'est les patients qui ont une FEVG inférieure à 40%, les patients diabétiques, patients rénaux, antécédents d'infarctus, une trophoplastie, du pointage. Les patients à bas risque, c'est les patients qui n'ont pas ces éléments précités, qui ont eu une seule crise angineuse sans récidive, pas de signe d'insuffisance cardiaque, troponine négative à deux reprises, et pas d'anomalie ECG sur des électros répétés. Selon cette stratification du risque, on va décider de l'attitude thérapeutique. Chez les patients à très haut risque, il faut réaliser une coronarographie dans les 2 heures, avec éventuel geste de revascularisation en fonction du résultat de la coronarographie. Chez les patients à haut risque, il faut réaliser cette coronarographie dans les 24 heures. Chez les patients à risque intermédiaire, il faut réaliser cette coronarographie dans les 72 heures. Et chez les sujets à faible risque, généralement, la coronarographie n'est pas obligatoire. Généralement, on peut s'aider d'examens diagnostiques complémentaires non invasifs pour stratifier le patient. On peut voir
à distance faire des tests d'ischémie ou faire un coroscanner pour confirmer ou infirmer l'éventualité à présence d'une maladie coronaire. Dans les syndromes coronariens aigus, généralement une douleur de repos, pas de suicide segmenté, troponie positive. Ici, il n'y a pas d'indication à une thrombolyse, pour la simple raison que le thrombus ici n'est pas occlusif. Dans le ST+, on thrombolyse pour liser ce thrombus, assurer une perfusion en aval, alors que dans le ST-, le thrombus n'est pas occlusif, et ici, la thrombolyse peut même être dangereuse, parce que liser un thrombus qui n'est pas occlusif peut favoriser son embolisation distale et obstruer les artères en aval. L'hospitalisation, généralement au moins de 5 jours, c'est des antalgiques, des héparines, et par la suite, on peut prescrire ce qu'on appelle le traitement basique, prévention secondaire, bêta-bloquant, aspirine, statine, inhibiteur de l'enzyme de conversion et le clopidogrel ou les nouveaux anti-P de Y12, ticagrelor, prasugrel. Ici, ce schéma illustre pourquoi on ne thrombolise pas un syndrome coronarien sans suffisance SMST. Dans la ST+, généralement on thrombolise pour reperfuser l'artère, et même si ce thrombus embolise, on a toutes les chances, si on arrive à liser ce thrombus, de reperméabiliser les branches en distalité, même si on perd certaines branches, mais au moins on gagne la perfusion de certaines branches, alors qu'en ST-, le thrombus n'est pas complètement occlusif, c'est-à-dire les artères en aval sont perfusées, le fait de thromboliser peut favoriser l'embolisation distale et on peut perdre certaines branches, transformer le ST- en ST+. Selon le résultat de la coronarographie, ça peut être une simple revascularisation à mise en place d'instant, peut avoir posé l'indication d'un pontage artocoronaire si on a des lésions multiples, multitranculaires complexes, soit on peut aboutir à un traitement médical pour des lésions étendues non vascularisables. Le traitement adjuvant, c'est idem que les syndromes coronariens avec ST+, avec certaines particularités. Et pour les anticoagulants, on peut utiliser du fantapagus, on peut utiliser dans certains cas les anti-GP2B3A, c'est la forme ingérable type d'anti-ingérant plaquettaire. Dans certaines situations, on a des risques thrombotiques très élevés avec charge thrombotique importante lors de la coronarographie. Au décours de la phase aiguë, les syndromes coronariens aigus, il faut insister sur la prévention. Il faut contrôler les facteurs de risque cardiovasculaire, arrêt du tabac, traitement de la dyslipidémie, normalisation d'une éventuelle HTA, traitement du diabète, mise en place et titration des traitements d'éventuelle insuffisance cardiaque, inhibiteur de l'enzyme de conversion, bêta-bloquant, ralentir l'articulation d'Otzeran, recours aux autres médications antihistaminiques si nécessaire, la réhabilitation et la réadaptation cardiaque et évaluation de la capacité de travail pour la réinsertion socio-professionnelle, évaluation des antithrombotiques avec évaluation continue de risque hémorragique. Généralement on donne l'aspirine à vie et le deuxième anti-agrégant plaquettaire pendant une période médiane de 12 mois selon risque ischémique et hémorragique. Évaluer d'éventuelles revascularisations supplémentaires et évaluer les traitements spécifiques d'insuffisance cardiaque. Par exemple, nécessité de défibrillateurs implantables ou de système de synchronisation. Les principaux objectifs de la prise en charge du syndrome coronarien aigu sont diminution des délais de prise en charge, médication précoce, toute suspicion d'infarctus, réalisation d'une ECG dans toute suspicion de long thoracique, et doit permettre au plus grand nombre de patients de bénéficier précocement des traitements de reperfusion et bien entendu une orientation adaptée du syndrome coronarien aigu. L'idéal c'est de mettre en place des filières de soins pour la prise en charge rapide des syndromes coronariens aigus et adaptés.
d'évaluation, il vaut mieux éviter un sujet coronarien d'effectuer des travaux l'exposant à la chaleur. Pourquoi? Selon. En l'absence de maladie athéroscléreuse, l'angoisse peut être due à des affections sauf une sténose mitrale.